Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yacine Benzerari et je travaille à Envirobat Grand Est, un centre de ressources du bâtiment durable. Bienvenue à ce webinaire sur les risques climatiques et la rénovation des bâtiments, co-organisé avec l'AFP-CNT, l'AQC et la MRN, qu'on va connaître un peu plus dans le détail après lors des présentations. Je travaille à Envirobat Grand Est, qui est un centre de ressources qui regroupe les professionnels du bâtiment pour les sensibiliser, leur donner les outils, euh, les accompagner pour la montée en compétences sur les sujets du bâtiment et de l'aménagement durable par l'animation du réseau, l'organisation des conférences, des visites de chantiers ou de bâtiments et de webinaires comme aujourd'hui. On fait aussi la capitalisation et la diffusion des retours d'expérience, ainsi que l'intégration des thématiques du bâtiment durable dans les formations. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va commencer avec une présentation sur les aléas, les enjeux et les stratégies disponibles proposées par l'AQC, la MRN et la FPCNT. Ensuite, on va voir comment le Grand Est est exposé par rapport aux risques avec une présentation du CCR. On va avoir un moment de questions-réponses, différents moments des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre les questions dans le chat, je les transmettrai aux intervenants. Après, on va avoir un focus sur les deux risques les plus euh, impactants dans notre région, l'inondation, le retrait, le gonflement d'argile avec le CEPRI, la QC, la AFB Expertise et MRN. Et à la fin, on va voir voir un travail qui a été fait par la région Grand Est sur comment mieux prendre en compte les risques naturels et climatiques dans les projets de rénovation énergétique des bâtiments et qui sera présenté par la région Grand Est et par Vincent Ménard. Voilà, j'ai je vois qu'il y a pour l'instant 130 participants. Normalement, il y en aura d'autres. En tout cas, merci pour votre présence. Merci beaucoup aux intervenants qui ont décidé et accepté de nous rejoindre aujourd'hui, de partager leur savoir et retour d'expérience. Merci aux financeurs et aux partenaires qui nous ont permis d'organiser ce webinaire. Et je laisse la parole aux premiers intervenants. Bertrand Chauvet, délégué régional de l'Agence Qualité Construction à Strasbourg. Erwan Bidon, responsable adaptation et résilience du bâti à la mission risque naturel. Elena Valianou, doctorante CIFRE et chargée d'études résilience à l'FPCNT. Merci et bon webinaire. Bonjour à tous, merci Yacine, merci au Centre de ressources Envirobat pour l'organisation de ce webinaire qui s'annonce assez dense. Première chose, vous me confirmez que vous m'entendez correctement et que ma présentation est Oui, visible? Oui, très donc bien. c'est une Oui, bonne nouvelle. Hop, donc on va attendre. Alors, je suis Bertrand Chauvet, je suis délégué régional à Strasbourg d'une structure qui s'appelle l'Agence Qualité Construction. Un mot rapide sur l'Agence Qualité Construction. Donc, c'est une association loi 1901 qui a un peu plus d'une quarantaine d'années maintenant, qui a la particularité de regrouper la quasi-totalité des acteurs de la construction au niveau national, dont certains des intervenants d'aujourd'hui. Et puis qui a une mission qui est reconnue d'intérêt général, qui est de prévenir les désordres et d'améliorer la qualité de la construction. Alors, on verra un peu plus tard que c'est par ce biais de la qualité de la construction que nous sommes venus à nous intéresser aux enjeux d'adaptation au dérèglement climatique. Je cite juste, sans trop m'étendre, mais je cite juste quelques-unes de nos réalisations sur ce sujet ces derniers mois, ces dernières années. Tout d'abord, un MOOC qui sera relancé pour la troisième fois au début de l'année 2025 et qui sera consacré aux risques naturels et techniques. Plusieurs publications en lien directement avec la question du réchauffement et du dérèglement climatique que je vous laisse découvrir sur notre site internet, hein, puisque l'ensemble des productions de l'Agence Qualité Construction sont gratuites et téléchargeables gratuitement. Et puis, je voulais attirer votre attention sur un programme piloté par l'Agence Qualité Construction, qui est le programme Ombré, un programme de retour d'expérience des bâtiments performants en territoire ultramarin.
Alors vous me direz pourquoi parler de territoires ultramarins alors que nous sommes aujourd'hui dans le Grand Est? Tout simplement parce que ces territoires sont confrontés d'ores et déjà à des climats, à des phénomènes climatiques qu'on pourrait juger extrêmes et que les manières de faire, les techniques de construction dans ce territoire sont extrêmement riches d'enseignements pour ce que nous pouvons faire, nous, en métropole. Donc, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil également sur ces productions. Un mot rapide sur la manière dont nous fonctionnons. Considérez que l'agence qualité construction est une espèce de gigantesque base de données de la sinistralité en France, avec à ce jour 4 observatoires. Je vais utiliser dans le cours de ma présentation 2 observatoires sur lesquels je vais donc m'attarder un petit peu plus longtemps. SICODES pour système de collecte des désordres, qui est l'observatoire historique de l'AQC. C'est tout simplement les remontées de sinistralité, j'allais dire massive, dans le cadre de l'assurance construction, principalement à travers les remontées dommages ouvrages. Et puis, je vais parler d'un autre observatoire qui est l'observatoire Rex Bâtiment Performant. Alors, Rex Bâtiment Performant, comme son nom l'indique, traite de bâtiments performants d'un point de vue énergétique. Et il fonctionne de manière un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on n'a pas des remontées de sinistralité, on va plutôt tabler sur des audits qui sont faits directement à l'intérieur des bâtiments par un certain nombre d'organisations, donc par exemple par les centres de ressources Envirobat Grand Est ici. Et puis l'objectif va être, en faisant ces audits, d'essayer de repérer les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, de rencontrer les parties prenantes, d'en tirer des enseignements et puis de compiler ces enseignements dans des rapports thématiques qui sont publiés régulièrement. Puisque nous sommes à Strasbourg, et il faut savoir qu'à l'AQC, on aime beaucoup s'appuyer sur les expériences internationales, je vais également m'appuyer sur une organisation dont je pourrais dire que c'est un peu l'alter ego de l'agence qualité construction en Allemagne, l'IFB Bauforschung de Hanovre, qui est dirigée par mon ami Heike Böhmer. L'IFB a fait un peu le même parcours que l'agence qualité construction, c'est-à-dire qu'ils sont partis des enjeux de qualité, de sinistralité, et puis ils en sont venus à s'interroger sur l'impact du dérèglement climatique sur les bâtiments. Nous verrons que leurs enseignements sont tout à fait complémentaires et tout à fait riches d'enseignements pour le sujet qui nous occupe. Alors, j'avais l'habitude de passer quelques minutes à convaincre mon auditoire que le dérèglement climatique était en cours, qu'il impactait déjà nos bâtiments. J'ai juste fait pour le principe une revue de presse un peu rapide, mais je pense qu'on peut partir du principe que tout le monde ici est convaincu que le dérèglement climatique a lieu, qu'il a lieu au niveau international, qu'il a lieu au niveau européen, au niveau français et au niveau local dans le Grand Est, donc je ne m'attarde pas davantage. Et je passe directement au sujet qui nous préoccupe, qui est celui de l'adaptation. Dès lors qu'on a admis qu'on était dans une période de dérèglement climatique avec des impacts déjà perceptibles, la question qui se pose, c'est celle de l'adaptation. En France, cette question de l'adaptation, elle est traitée principalement à travers 2 outils au niveau national, que sont le PNAC, le Plan national d'adaptation au changement climatique, et puis la TRAC, la trajectoire d'adaptation au changement climatique. Le plan national d'adaptation au changement climatique, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, la 3e mouture du PNAC a été présentée par le Premier ministre Michel Barnier il y a de cela un mois à peu près. Sans rentrer dans les détails, ayez juste en tête que l'objectif principal, c'est de provoquer un réflexe adaptation dans l'ensemble des secteurs d'activité du pays, tout simplement, donc y compris dans le bâtiment. Et pour être en mesure de provoquer ce réflexe adaptation, le plan national d'adaptation au changement climatique s'appuie sur une trajectoire qui évalue l'augmentation des températures en France à l'horizon 2100 d'environ 4 degrés, ce qui correspondra en moyenne au niveau international 3 degrés, puisqu'on sait que l'Europe est un territoire qui se réchauffe plus vite et plus intensément que l'ensemble de la planète en moyenne. Alors, une fois qu'on a commencé à parler d'adaptation, on commence également à parler de gestion des risques. C'est une notion qu'on voit de plus en plus circuler dans les médias et dans les différentes productions sur les questions d'adaptation et des règlements climatiques. Je voulais quand même revenir, avant de parler de gestion des risques, après en parler, je voulais quand même revenir sur une définition qui me semble un peu essentielle, qui est celle du risque, et simplement rappeler que le risque
qu'il n'y a pas de risque intrinsèque, c'est-à-dire que le risque n'est pas producteur de danger de manière intrinsèque. Pour qu'il y ait risque, il faut toujours qu'il y ait rencontre de deux éléments. Il faut qu'il y ait rencontre d'une part d'un ou de plusieurs aléas. Donc l'aléa, c'est tout simplement l'événement qu'on ne va pas maîtriser à un moment donné, soit dans le moment de sa survenue, soit dans son ampleur, soit dans sa forme, soit dans son intensité. Et il faut que cet aléa rencontre un autre élément qui est l'enjeu, c'est-à-dire en pratique quelque chose à perdre. On a même dans certaines théories du management du risque, on part même du principe que l'enjeu peut être positif, c'est-à-dire que le risque peut se révéler positif. Pourquoi est-ce que je reviens sur cette définition? Parce qu'elle me semble assez essentielle pour le sujet qui nous occupe, dans la mesure où elle signifie qu'on peut intervenir en matière de gestion des risques. On peut intervenir de deux manières. On peut tenter de maîtriser un ou des aléas qui, par définition, sont difficiles à maîtriser, puisque précisément, on a du mal à les prévoir. On peut également tenter d'intervenir, et c'est peut-être plus facile en matière bâtimentaire, on peut également tenter d'intervenir directement sur les enjeux en diminuant tout simplement ou en rendant positifs les enjeux qui sont potentiellement producteurs de risques lorsqu'ils sont rencontrés par des aléas. Si j'essaye d'illustrer cette idée à travers le bâtiment, et c'est là que je vais commencer à m'appuyer sur les travaux de l'IFB Bauforschung. Donc vous avez pour les non-germanophones qui a priori doivent être majoritaires parmi l'auditoire, pour les non-germanophones, vous avez ici représenté le nombre de sinistres liés à la foudre en Allemagne entre 2002 et 2022. Sur l'histogramme tel qu'il est présenté, vous avez en orange les sinistres directement liés à l'impact de foudre et en bleu, vous avez les sinistres liés au phénomène de surtension. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde cet histogramme? On s'aperçoit que pour ce qui concerne les impacts de foudre directs, on a certes des évolutions, certes des augmentations, mais somme toute modérées, et puis surtout pas vraiment de régularité, ni en augmentation, ni en diminution entre 2002 et 2022. En revanche, quand on regarde les phénomènes de surtension, on s'aperçoit qu'on a une augmentation très rapide et assez importante jusque vers 2014 et ensuite une baisse. En pratique, si le nombre d'impacts de foudre n'est pas beaucoup plus nombreux, ça signifie que la problématique ne vient pas de l'aléa. Donc ça signifie que le risque vient d'une autre problématique et en l'occurrence, elle vient de quelle question? Elle vient de la présence de plus en plus importante d'électronique à l'intérieur de nos bâtiments. Électronique sous quelle forme? Électronique sous forme de domotique, électronique sous forme d'équipements divers et variés, que ce soit les panneaux photovoltaïques, que ce soit les pompes à chaleur. Donc on s'aperçoit à travers cet exemple qu'on est exactement dans le cas de figure où le risque n'est pas tant l'effet de l'aléa, d'une augmentation de l'aléa, que d'une augmentation de l'enjeu avec une présence de plus en plus importante d'équipements recourant à l'électronique à l'intérieur des bâtiments. À partir de là, à partir de cette idée, comment est-ce qu'on peut envisager de gérer le risque? J'allais dire que la solution sur le papier la plus simple est toujours la même, c'est celle de l'évitement. Dès lors qu'on va diminuer ou enlever l'enjeu, on aura un risque, quel que soit l'aléa, on aura un risque qui sera en diminution ou qui sera nul. Comme ce n'est pas toujours possible, on peut envisager également de financer le risque, le financer de deux manières, soit à travers ses propres économies, à travers ses propres ressources financières, soit à travers un organisme tiers qui est l'assureur auprès duquel on aura souscrit une police d'assurance. Et puis on peut recourir, et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui explique dans le cas de l'étude que je suis en train de vous projeter, c'est ce qui explique la diminution de la sinistralité en lien avec la surtension. On peut recourir à des mécanismes de prévention qui vont chercher tout simplement à diminuer le nombre de sinistres en lien avec un aléa. Et puis, on peut chercher à intervenir sur de l'atténuation, c'est-à-dire diminuer, lorsque le sinistre a lieu, diminuer son impact et son coût. Donc là, précisément, c'est la multiplication des paratonnerres et c'est la multiplication des dispositifs visant à diminuer l'impact de la surtension sur les appareils électroniques qui a permis de diminuer la sinistralité. Mais on comprend bien, et je pense que c'est vraiment une idée qu'il est important de retenir aujourd'hui, on comprend bien que si on veut travailler aujourd'hui sur l'adaptation au dérèglement climatique, on peut certes avoir en tête les aléas, mais il est important de travailler également sur les enjeux, leurs contours et leur importance. Et pour cela, je laisse la parole à Erwan. Oui, bonjour. Donc, Erwan Bidan, je travaille à la mission risque naturel. Donc,
En quelques mots, donc l'association Mission Risque Naturel, donc, dont l'acronyme est MRN, a été créée donc en 2000 par la Fédération française des sociétés d'assurance, la FFSA, et par le groupement des entreprises mutuelles d'assurance, le GEMA, après une année qui avait été particulièrement sinistrée par des événements naturels catastrophiques. Donc l'ensemble des sociétés adhérentes de France Assureurs qui opèrent sur le marché français dans la branche dommages aux biens des particuliers et des professionnels donc, sont associées au financement du programme d'activité de la MRN. Donc 13 sociétés sont représentées au conseil d'administration de la MRN et figurent donc sur la droite de cette slide. Euh, donc l'objet de la mission risque naturel, donc, c'est de permettre à la profession de l'assurance de contribuer à une meilleure connaissance, à la prévention et à l'adaptation face aux risques naturels actuels et à venir. Donc la MRN travaille entre autres donc, sur les principaux aléas du régime CatNat, donc les séismes, les mouvements de terrain, les sécheresses, les inondations de tout type, les cyclones, mais également sur les aléas qui sont situés hors du régime CatNat. Donc on peut citer les tornades, les tempêtes et les chutes de grêle. Donc dans le cadre de ces actions, la MRN publie le bilan annuel des principaux événements CatNat et climatiques. Donc, ce bilan recense à la fois donc, les principaux événements climatiques, tempêtes, épisodes de grêle, feux de forêt, poids de la neige, excusez-moi, j'ai un retour, ainsi que ceux qui relèvent du régime d'indemnisation donc, des catastrophes naturelles, inondations, mouvements de terrain, séismes, sécheresses. Donc, pour chacun de ces événements, donc des critères ont été définis pour chaque phénomène pour identifier donc, les événements particulièrement remarquables. Alors, on peut citer par exemple pour l'inondation, c'est le nombre de communes reconnues CatNat qui doit être supérieur ou égal à 15. Pour les phénomènes venteux, les rafales de vent qui doivent être supérieures ou égales à 150 km/h, ou dans le cas des tornades, qu'elles soient de catégorie EF2. Donc ça correspond à des vents compris entre 179 et 218 km/h. Par exemple, pour les grêlons, si on continue à donner quelques éléments, eh bien, il faut que leur taille soit supérieure ou égale à 5 cm. Donc, dans cette publication, donc, vous retrouvez donc, donc sa publication donc, de mars 2024, donc le bilan des événements 2023. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un événement peut être caractérisé donc plusieurs phénomènes. Donc, par exemple, les phénomènes d'inondation et mouvement de terrain peuvent être observés lors d'une tempête. Alors, au niveau de la lecture de cette carte, on retrouve en complément de la classification des événements le coût estimé. Donc, c'est le cercle que l'on voit en bas à droite. Donc, les coûts sont issus de l'enquête menée par France Assureurs en janvier 2024. Donc, il s'agit d'une estimation à l'ultime en termes de coût global pour l'année 2023 et elle prend en compte donc les dommages auto, non auto, ainsi que les pertes agricoles. Alors, l'année 2023, elle s'est distinguée par un nombre important d'événements marquants. Il y en a eu 33 recensés en 2023. Donc, pour vous donner un ordre de comparaison, en 2022, il y en avait eu 27, 23 en 2020 et 2021 et 30 en 2019. Donc, parmi ces événements, on a eu donc 15 phénomènes venteux, 14 inondations, un séisme, 7 mouvements de terrain et la sécheresse. Donc, malgré leur nombre plus important qu'en 2022, donc les événements ont été globalement moins intenses. Donc, au niveau de la région Grand Est, donc sur les années 2022 et 2023, donc deux événements CatNat et climatiques donc, ont été recensés. Donc en 2022, il s'agit donc d'inondations donc liées à la tempête Diego qui sont déroulées entre le 8 et le 9 avril. Donc c'était donc en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. Donc ça a été caractérisé par des précipitations de 49,2 mm en 24 heures, des rafales de vent qui ont atteint 141 km/h et des grêlons qui localement ont atteint la taille de 4 cm. Donc en 2023, du 8 au 12 juillet, les orages, il y a eu donc, un orage donc, qui s'est manifesté sur la région Grand Est et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc au niveau de la région Grand Est, c'était donc sur les départements du Haut-Rhin, de la Meurthe
des Moselles et de la Moselle. Et donc, ça a été caractérisé, entre autres, par des vents, des rafales de vent de 109 km/h. Pardon. Donc, c'est l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Alors, en complément, donc, France Assureur donc, a publié en octobre 2021 donc, l'étude Impact sur le changement climatique sur l'assurance à l'horizon 2050. Donc, cette étude, elle est fondée sur le cumul des indemnisations versées par les assureurs sur la période 89-2019. Donc, on voit sur la colonne donc, de gauche de cette slide, et également sur une double projection. Une projection socio-économique, donc intégrant la richesse et la répartition des biens, et puis les facteurs climatiques, donc le changement climatique, donc qui se traduit par une modification des fréquences d'occurrence et d'intensité, et la variabilité naturelle du climat. Donc l'étude a conclu que la projection des indemnisations sur la période 2020-2050 atteindrait donc 54 milliards d'euros pour l'aléa inondation, donc avec une hausse de 87% du coût cumulé, 46 milliards d'euros pour l'aléa tempête, avec une hausse donc de 46% du, du coût, et 43 milliards d'euros pour l'aléa sécheresse, donc c'est ce qui constitue un triplement de la charge annuelle moyenne. Merci, merci Erwan. Donc, on le voit, hein, les chiffres que nous ont projetés la mission risque naturel sont absolument considérables, et puis on voit également l'impact que cela peut avoir à la fois sur les personnes et puis sur les biens. Je note aussi, hein, qu'on est typiquement dans l'explication qui a été donnée un peu plus haut, à savoir que on a à la fois un phénomène de sinistralité lié à l'augmentation des aléas climatiques, mais également de fait à 1, 2, 3, au renchérissement du pays, c'est-à-dire au fait que le pays soit de plus en plus riche, et puis à des choix urbanistiques forts, le choix par exemple de développer l'urbanisation en bord de mer. Si on regarde un peu plus près, si on regarde pour le monde du bâtiment, il nous semble que pour le monde du bâtiment, cet enjeu d'adaptation au dérèglement climatique représente un triple défi. Oups. Le premier défi, et je vous en ai parlé dans mon introduction, le premier défi, c'est celui de la non-qualité. Je vais essayer d'illustrer cette idée peut-être pas très intuitive par la photo suivante. Donc là, ce sont deux photos de chantier qui ont été pris en Bretagne. On est du côté des Côtes d'Armor, pas très loin du littoral, donc pas très loin non plus de secteurs dans lesquels le vent souffle potentiellement fort. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, on voit une forme de bâtiment un peu singulière, c'est-à-dire qu'on voit une avancée de toit assez importante. Donc, on se dit, face au vent, la chose est peut-être pas des plus heureuses, peut-être que la technique constructive aurait pu être différente. Mais surtout, si on regarde un peu plus près, on s'aperçoit qu'au niveau du pignon, on a une absence totale de chaînage sous rampant. Donc, chaînage sous rampant qui permet à la fois d'augmenter la solidité de l'ouvrage, mais qui permet également, lorsqu'on a affaire à une toiture légère, comme c'est le cas ici, qui permet également de sceller les pannes de la toiture sur le bâtiment. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Qu'est-ce que signifie cette malfaçon? Puisque c'est une malfaçon, hein, le DTU prévoit la présence de ces chaînages sous rampant. Ça signifie que le jour où on aura un coup de vent un peu important, le jour où on aura une tempête peut-être plus importante que la moyenne, on pourra avoir le sentiment que le sinistre éventuel, c'est-à-dire l'envol de la toiture, sera directement lié au dérèglement climatique, alors que de fait, on pourrait dire qu'il est davantage lié à des problèmes de qualité. Si j'enfonce un petit peu le clou sur ces questions de qualité, je me retourne vers les travaux de l'Observatoire de la qualité de la construction de l'AQC. Et qu'est-ce qu'on peut observer pour l'édition 2024? On peut observer que la source principale de sinistralité dans le bâtiment en France n'est a priori pas du tout liée à des questions en lien avec le dérèglement climatique, puisque c'est en grande majorité, du moins en fréquence en l'occurrence, ce sont les revêtements de sol intérieur, ce qu'on peut traduire par
le terme suivant, c'est la sinistralité en lien avec les carrelages. Alors vous me direz en fréquence, bon, ça peut se comprendre, mais quand on regarde un peu plus près le coût, on s'aperçoit que même lorsqu'on prend le coût et on connaît le coût que peuvent représenter la reprise de fondation, hein, lorsqu'on est confronté à des problèmes de fondation en lien avec le retrait-gonflement des argiles, et on s'attardera assez longtemps sur ce phénomène un peu plus tard, ben, même lorsqu'on connaît le coût de reprise des fondations, on s'aperçoit que le carrelage reste la principale source de sinistralité dans le neuf en France en coût. Donc tout ça pour vous dire, alors il peut être utile là aussi de jeter un coup d'œil de l'autre côté du Rhin. C'est toujours assez intéressant dans la mesure où, d'abord, il y a une réputation, hein, la réputation d'un pays autour de la qualité. Et puis, il y a des systèmes assurantiels qui fonctionnent de manière un petit peu différente, avec des prises en charge qui sont un peu différentes. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que on constate le même type de phénomène en Allemagne, c'est-à-dire le phénomène de l'éléphant au milieu de la pièce, à savoir les problématiques de non-qualité avant d'envisager les problématiques d'impact du dérèglement climatique. La réponse est oui. On s'aperçoit que, si l'on croit les chiffres de l'IFB Bauforschung, on s'aperçoit que les problématiques de fuite d'eau sont la principale source de sinistralité aujourd'hui dans le bâtiment en France, ou en tout cas, ça a été le cas entre 2002 et 2021. La tempête et la grêle sont également sources de sinistralité et sont en augmentation, mais la troisième source de sinistralité, c'est le feu. Donc tout ça pour vous dire que s'il y a une idée à retenir, là aussi, nous semble-t-il, de ce webinaire, c'est que le dérèglement climatique et la sinistralité en lien avec le dérèglement climatique risquent d'agir comme un amplificateur et même comme un révélateur de non-qualité. Donc il y a un vrai sujet sur cette question de qualité. Il est évident que des bâtiments qui ne sont pas réalisés en suivant les règles de l'art, qui ne sont pas réalisés de manière convenable, seront les premiers à souffrir du dérèglement climatique. Le second défi que nous voulions aborder avec vous aujourd'hui, c'est la capacité du bâtiment à conjuguer d'une part atténuation et d'autre part adaptation. Atténuation ici, ce n'est pas l'atténuation du risque, hein, tel qu'on l'a pu le voir tout à l'heure, c'est l'atténuation de la production de gaz à effet de serre. Et on sait qu'on demande énormément aux bâtiments sur le sujet. C'est un des secteurs auxquels on demande le plus hein, en termes de diminution de la production de gaz à effet de serre. Mais la question ce qui se pose, c'est quelle est la capacité réelle du secteur à poursuivre ces deux objectifs en même temps. Pour essayer d'en savoir plus, nous avons mené, quand je dis nous, c'est à la fois la FPCNT, la QC et la mission risque naturel, avec l'aide opérationnelle du centre de ressources, hein, avec l'aide opérationnelle d'Enviroba. Nous avons essayé d'aller voir sur le territoire du Grand Est un certain nombre d'opérations qui étaient des opérations qui avaient été rénovées thermiquement récemment et puis qui avaient la particularité d'être soumis à un certain nombre d'aléas climatiques potentiels. Donc, on a rencontré, au final, le centre de ressources a pu auditer dans le cadre du dispositif REX-BP, qui pour le coup était devenu REX-BP bâtiment résilient. Le centre de ressources a pu auditer 10 bâtiments, donc avec des fonctions, des usages très variés, hein, puisqu'on allait des bâtiments collectifs à la maison individuelle. Et quels enseignements on a pu tirer de cette enquête? Je vous laisse le découvrir à travers les différentes productions des trois organisations concernées, la FPCNT, la QC et la mission risque naturel, donc sur leurs sites respectifs. Mais ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'il y a aujourd'hui une vraie question, une vraie difficulté à articuler à la fois d'un côté les travaux de rénovation énergétique et d'autre part les travaux d'adaptation au dérèglement climatique. La question qui se pose et qui commence à se poser, hein, y compris au niveau du législateur, puisqu'on voit que le Sénat a cherché à intervenir sur ce sujet, c'est faut-il continuer aujourd'hui à isoler par l'extérieur en matériaux biosourcés des bâtiments dont on sait qu'ils sont en zone inondable dont on peut penser qu'elles le seront de plus en plus dans les années qui viennent. Faut-il continuer aujourd'hui à faire des travaux de rénovation énergétique pour des maisons dont on a pu identifier qu'elles étaient dans des zones de retrait, gonflement, argile relativement fortes? Donc là, on a une vraie problématique sur la capacité à articuler d'une part les travaux de rénovation énergétique et puis d'autre part les travaux de prévention des risques naturels. Alors, la question qui se pose dans le domaine, c'est qui dit articulation non prévue, dit aussi capacité à innover dans le secteur, dans les techniques constructives. Et il nous semble que c'est le troisième défi auquel le bâtiment est confronté aujourd'hui,
adapter les manières de construire. Alors, je voulais juste rappeler, avant de laisser la parole à nouveau à la mission risque naturel, je voulais juste rappeler que faire évoluer les techniques constructives dans le bâtiment en France, c'est nécessairement une œuvre de longue haleine. Pourquoi? Tout simplement parce que le pays a développé un certain nombre de textes qui sont des textes de référence, alors parfois obligatoires hein, lorsqu'il s'agit de code, lorsqu'il s'agit de réglementation, mais aussi des textes contractuels qui cherchaient tout simplement à sécuriser la manière de construire, à sécuriser la qualité, notamment dans un souci de bonne assurabilité, de capacité, assurabilité à assurer convenablement les bâtiments. Donc, autrement dit, faire évoluer aujourd'hui les techniques constructives, c'est forcément quelque chose qui nécessite du temps, qui nécessite un investissement de la part des acteurs de la construction. Or, lorsqu'on regarde d'à peu près cette nécessité du temps, cette nécessité de faire évoluer un certain nombre de techniques constructives, de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit d'une part qu'on a affaire à un système, notamment je pense à l'évolution des normes, à l'évolution des TTE, on s'aperçoit qu'on a affaire à un système qui est basé d'une part sur une forme d'autosaisine, c'est-à-dire que ce sont bien les professionnels qui vont décider à un moment donné qu'il est nécessaire de faire évoluer les référentiels, les normes de construction. Et puis, ce sont des systèmes qui sont basés sur l'obtention d'un consensus. C'est-à-dire que la norme n'est publiée que dès lors qu'il y a un consensus de l'ensemble de ces rédacteurs. Donc, on peut s'interroger dans quel délai, à quelle vitesse ces techniques constructives, ces référentiels vont-ils pouvoir évoluer alors qu'on sait qu'il y a une relative urgence aujourd'hui en termes de dérèglement climatique. Autre question qui peut se poser, on sait que ces normes font généralement référence à des zones d'application, mais la question qui se pose par exemple sur les îlots de chaleur urbains, hein, sur les ICU, quelles seront finalement les normes appliquées? Est-ce qu'on va utiliser des normes qui seront appliquées en centre-ville dans lequel la chaleur est parfois supérieure de plusieurs degrés, voire parfois ponctuellement supérieure de plus de 10 degrés par rapport à la campagne environnante? Comment allons-nous appliquer ces normes de manière distincte dans les centres-villes et puis autour? Et puis, question liée, quels seront finalement les points de relevé des températures de référence? Aujourd'hui, on a des points de relevé qui ne tiennent pas forcément compte de ces effets d'îlots de chaleur urbain, par exemple. Donc, quelle sera leur pertinence pour l'élaboration de ces nouvelles normes? Il y a un autre aspect qui me semble important de traiter lorsqu'on parle de dérèglement climatique, et je m'appuie pour cela sur un livre que je ne peux que vous conseiller de lire, qui est un livre d'un ingénieur des mines, hein, d'un XPON, donc c'est pas un illuminé, philosophe par ailleurs, et qui prône la préparation à un catastrophisme éclairé, qui prône la nécessité de s'adapter à l'impossible. Pourquoi s'adapter à l'impossible? Tout simplement parce que quand on regarde le dérèglement climatique, on a plusieurs caractéristiques qui, par définition, sont inédites. Alors, effectivement, il s'agit d'un phénomène inédit dans la mesure où on ne l'a jamais observé, du moins pas à cette vitesse-là dans le passé. Or, on sait que quand on travaille sur des normes de construction, bien souvent, on cherche à déterminer des moyennes en observant le passé et en tirant de cette observation dans le passé un certain nombre de moyennes. Aujourd'hui, la chose semble moins pertinente, voire quasiment impossible. On est également confronté en matière de dérèglement climatique à des phénomènes d'intensité. On l'a vu, hein, on l'a vu à Valence par exemple, on a des phénomènes ponctuels extrêmement violents qui amènent à s'interroger sur la pertinence là aussi d'utilisation de moyennes pour élaborer un certain nombre de textes de référence. On est également confronté à un phénomène qui est un phénomène évolutif, hein. On sait que le dérèglement climatique évolue, se déroule progressivement et que la température augmente progressivement et potentiellement auto-entretenu, c'est-à-dire qu'il est possible et il est probable que nous ayons des effets de boucle à moyen terme. La question qui se pose dans ces cas-là, c'est de l'adaptation telle qu'on peut la concevoir dans le bâtiment. Doit-elle viser d'ores et déjà une adaptation à l'horizon 2100 à plus 4 degrés? Doit-elle viser des strates intermédiaires, des stages intermédiaires à 2050, à 2070 avec des températures intermédiaires? La question reste pour l'instant ouverte. Et puis, une question sur laquelle je voulais revenir, qui est assez déterminante dans le domaine du bâtiment, c'est celle des chantiers. Aujourd'hui, on sait que les chantiers sont d'ores et déjà perturbés par un certain nombre de phénomènes climatiques, de disponibilité en eau, de chaleur. Donc la question, c'est également comment est-ce qu'on pourra construire de manière totalement opérationnelle dans les années qui viennent. Alors, ceci étant dit, l'objectif, hein, nous l'avons dit, n'est certainement pas de verser les larmes, n'est certainement pas d'être au désespoir, mais bien de montrer comment il est envisageable et quels sont les travaux qui sont actuellement menés pour tenter de s'adapter malgré tout.
Et je laisse une nouvelle fois la parole à Erwan. Alors, alors donc, concernant les travaux qui sont menés donc, au sein de la mission risque naturel, vous pourrez retrouver le rapport technique sur les barrières anti-inondation apposées et périmétriques. Alors, ce qu'il faut... On a perdu... Bertrand, est-ce que tu peux repartager l'écran, s'il te plaît? Bertrand? Ouais, excusez-moi, mauvaise manip, manifestement. Hop, on reprend. Alors, ce qu'il faut savoir, je dirais, c'est que Merci. pour réduire la vulnérabilité aux inondations, une des mesures préconisées est la mise en place de barrières anti-inondation, de bâtards d'eau. Or, il a été constaté que les modalités d'installation et la performance intrinsèque et in situ je dirais, de ces dispositifs ne relèvent d'aucun référentiel connu. Donc, c'est dans ce contexte que la mission risque naturel et la Fédération française du bâtiment ont mené cette étude. Donc, dans ce rapport, on va évoquer deux types de barrières. Donc, si on regarde le schéma qui est sur la couverture, on va avoir des barrières périmétriques donc, qui viennent donc, euh, en périphérie donc du bâtiment, et puis donc des barrières apposées que l'on va retrouver donc au niveau des portes, des portails, des portes de garage et des portes-fenêtres. Donc l'objectif de ce rapport, c'est d'informer sur les principales caractéristiques techniques qui permettent de décrire des barrières, la pertinence de ces caractéristiques, pourquoi on a retenu ces critères. On a donné également quelques valeurs que l'on a identifiées pour chacun de ces critères. Et donc, l'idée, c'est d'informer, de faire voilà, un premier état des lieux sur ces caractéristiques. Donc, le rapport, il n'a pas pour objet de promouvoir. Non, faut revenir en arrière sur les bâtards d'eau, pardon. Donc, il n'a pas pour objet voilà, de promouvoir des fabricants, de définir des familles bâtards ou de donner des retours d'expérience, ni d'être un guide de mise en œuvre, ni d'apporter de garantie, de jugement ou de garantie sur la qualité des produits, hein. L'idée, donc, c'est vraiment de définir ces caractéristiques techniques. Donc, au niveau de la méthodologie, donc, ça s'est déroulé en 4 étapes. Alors, le premier, ça a été un travail d'enquête qui a été mené auprès de 38 fabricants et distributeur de barrières anti-inondation. Euh, cette enquête a été complétée par un travail d'analyse des documentations techniques de ces barrières, donc qui nous a permis d'identifier de nouvelles caractéristiques, et puis donc une étude bibliographique. Et donc c'est ce rapport, et je dirais que c'est la synthèse du travail qui a été mené. Alors, ce rapport, il a permis de mettre en évidence 26 caractéristiques techniques qui sont regroupées en 4 catégories. Donc la première catégorie de données, elle est liée au choix du système. Donc je vais vous donner quelques caractéristiques techniques. C'est le fait que la barrière soit intégrée ou déportée, qu'elle soit temporaire ou permanente, que le milieu d'utilisation prévu, si on est sur de l'eau douce ou de l'eau salée, sur les conditions de stockage, par exemple. Deuxième lot de caractéristiques techniques qui ont été mis en évidence, ce qui va être lié au dimensionnement de la protection. Donc, on va évoquer la largeur de la barrière, sa hauteur de protection, mais également l'étanchéité hydrostatique. Troisième catégorie de caractéristiques qui ont été identifiées, donc ce sont celles qui sont relatives à la mise en œuvre des protections, donc le type de pose, les modes de fixation utilisés, et dernier élément, donc les caractéristiques techniques relatives à l'usage, par exemple des notices d'entretien et par exemple la durée de vie, pour donner quelques exemples. Alors voilà, pour donner un petit peu, donner des informations sur ce rapport. Donc ces caractéristiques techniques, elles correspondent à des questions à se poser dans le cadre d'un diagnostic. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'enquête elle a montré qu'un diagnostic initial est demandé dans 80% des cas, mais pas systématiquement.
Par contre, donc, les diagnostics qui seraient menés donc, sur la base de ces 26 caractéristiques techniques doivent être complétés, donc, par exemple, par l'analyse de points singuliers. Si on prend par exemple les réseaux, on va être amené à se poser des questions, par exemple, sur les clapets anti-retour ou sur les caractéristiques structurelles du bâtiment. Alors, autre publication que la mission risque naturel euh, euh, propose, c'est le répertoire des référentiels de résilience du bâti aux aléas naturels. Alors, c'est une publication qui sort 2 fois par an, à peu près au mois de janvier et au mois de juillet, qui a pour objectif de répertorier et d'analyser les référentiels dont la bonne mise en œuvre contribue à la réduction des dommages subis par les constructions exposées. Alors, c'est une publication donc qui couvre plusieurs types de documents, des documents donc relatifs au diagnostic ou à l'autodiagnostic, donc afin que le propriétaire du bien exposé évalue au mieux l'effet de chaque aléa et les enjeux associés sur son bien ou son activité. Les référentiels comprenant des mesures de prévention applicables en neuf sur des bâtiments existants et les référentiels portant sur les mesures de traitement curatif. Donc, les documents qu'on va retrouver, ça va être des documents qui vont être établis par l'État ou ses services, par des organisations professionnelles ou des organismes ou associations donc, souhaitant promouvoir les pratiques de résilience ou de réduction de la vulnérabilité. Donc, on retrouve pour 16 aléas différents. Donc des documents, on a un total de 67 documents qui composent ce répertoire, donc distribués donc, sur ces différents aléas. On a donc 23 documents sur la partie diagnostic, par exemple, une cinquantaine de documents aussi bien sur la prévention en neuf, là je parle tout aléa, et plus d'une trentaine de documents sur je dirais, le traitement curatif. Et donc, pour chacun de ces documents, vous allez trouver donc la catégorie dans laquelle ils s'inscrivent, et puis des commentaires des fois sur le contenu de ces documents. Euh, alors, autre élément que la mission risque naturel donc, a mis en place, c'est le trophée des bâtiments résilients. Donc, il a été créé par la mission Risque Naturel en 2020. Donc, on est arrivé à la troisième édition. Donc, ce concours est co-organisé donc avec le ministère, l'ADEME, la FPCNT, l'AQC, Construction 21 et la FFB, avec le soutien donc du ministère du PUCA et de France Assureur. Et donc, ce concours a pour objectif d'identifier des projets exemplaires et reproductibles en termes de résilience et de sensibiliser donc le secteur construction sur la nécessité de concevoir des bâtiments résilients et de diffuser des solutions et des témoignages qui peuvent vous inspirer. Et puis donc également de promouvoir donc des synergies entre adaptation et atténuation. Donc vous retrouvez quelques exemples ci-dessous de bâtiments qui ont été primés soit dans les catégories résidentielles, tertiaires et industrielles, les grands prix et également des prix innovation et rénovation. Merci. Merci Erwan. Au-delà, hein, donc on le voit, ce travail d'écriture, de recensement, d'écriture et de réécriture des référentiels de construction est en cours, mais je voulais aussi insister sur un autre aspect, sur un autre type de stratégie susceptible d'être mise en œuvre face aux aléas climatiques et commencer à parler davantage de gestion du risque et stratégie de gestion du risque dans le bâtiment. Alors, je voulais illustrer là aussi mon propos à travers un élément assez concret qui est celui du risque grêle et d'une étude que nous avons réalisée à l'agence qualité construction sur la capacité des bâtiments à développer des stratégies de prévention en lien avec le risque grêle. Alors, pourquoi spécifiquement le risque grêle? Parce qu'il s'agit typiquement de ce qu'on appelle un risque orphelin. Pourquoi risque orphelin? Parce que c'est un risque pour lequel on a des cartographies qui existent, mais qui sont assez imprécises, assez insuffisantes, du moins en France. On est confronté à un élan sur lequel on a des référentiels de construction également très rares et là aussi insuffisants. Donc finalement, on est confronté à un risque que en matière bâtimentaire, on est bien en peine de traiter.
À partir de là, dès lors qu'on a constaté qu'on avait ce phénomène de grêle, qu'on avait ce risque de grêle qui potentiellement allait s'accentuer à la fois dans son intensité puis dans la taille des grêlons, même s'il n'y a pas de certitude absolue du côté des spécialistes météo, bah, on peut avoir deux types de réactions. Sachant que la grêle a cette particularité d'être peut-être sinistrante, non pas directement, mais indirectement. Je m'explique. Bien souvent, la sinistralité grêle va se dérouler de la manière suivante. On va avoir un premier épisode de grêle qui va mettre à mal la couverture et potentiellement les parois également du bâtiment, c'est-à-dire qui va fissurer ou qui va casser les ardoises et les tuiles. Et puis arrivera par la suite un épisode de pluie qui, lui, sera particulièrement sinistrant dans la mesure où il va commencer à abîmer, à détruire les isolants, l'intérieur du bâtiment, les faux plafonds, etc., etc. Donc finalement, quand on regarde le coût de la sinistralité, on s'aperçoit que le coût de la sinistralité grêle, il est davantage dans son caractère indirect que dans son caractère direct sur les tuiles et sur les ardoises. Donc à partir de là, quel type de stratégies sont susceptibles d'être mises en œuvre? On peut se dire, puisque c'est une question de solidité, on va faire en sorte que les ardoises, les tuiles, soient peut-être les panneaux photovoltaïques, soient peut-être plus résistants. Mais ça pose plusieurs problèmes. Ça pose des problèmes en termes de quantité de matière utilisée. Ça pose des problèmes en termes de capacité des toitures à supporter le poids supplémentaire. Et donc, on peut avoir l'impression qu'on rentre finalement dans un cercle vicieux où il faut toujours rajouter davantage de matière pour être en mesure de résister aux dégâts. Et puis, il peut y avoir une autre stratégie qui consiste à considérer de manière pleine et entière le fait que finalement la sinistralité grêle, elle intervient principalement sur les effets indirects et se dire, OK, nous ne serons pas forcément en mesure d'avoir des tuiles, des ardoises qui seront suffisamment résistantes pour des grêlons qui dépasseront les 5 cm. Par contre, ce qu'on peut prévoir, c'est de faire en sorte que la sinistralité ne soit pas accentuée lors d'un prochain épisode de pluie qui suivra l'épisode de grêle. Donc dans ces cas-là, la stratégie peut consister plus simplement, d'une part, à prévoir un certain nombre de matériaux de substitution, de remplacement, soit au niveau des particuliers, soit peut-être au niveau des municipalités. Et puis en attendant la mise en œuvre de ces matériaux, prévoir par exemple des bâches qui permettront de protéger le bâtiment en attendant la réparation des toitures. Mais on imagine bien que pour avoir ce type de réflexes, qui peuvent sembler vieux comme le monde, mais aujourd'hui, trouver des municipalités dans lesquelles ce type de matériaux, ce type de bâches sont disponibles et sont présentes au cas où, finalement, c'est assez rare. Donc ça suppose d'avoir une culture du risque qui peut-être est aujourd'hui un peu absente du pays. Et sur la culture du risque, je vais laisser la parole à l'AFP-CNT. Bonjour à tous. Alors juste pour me présenter, je m'appelle Léna Valéanou, donc je suis doctorante CIFRE et chargée d'études résilience à l'AFP-CNT. Donc j'interviens au nom de cette association dont le sigle signifie Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. C'est une association de loi 1901 qui au départ était un centre de réflexion collective sur les risques naturels, mais qui a élargi un peu son champ d'intervention en 2022, en prenant également en compte dans ses activités la problématique des risques technologiques. Elle compte de nombreux adhérents, à la fois personnes morales et physiques, qui ont des profils très divers. On a à la fois des scientifiques, des experts, des universitaires, des élus, des associations, des entreprises, etc. Donc c'est très divers. Cette association est soutenue par le ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, dans le cadre d'un projet national qui s'intitule Tous résilients face aux risques. Et les principaux objectifs de ce projet et aussi des missions de l'association, ce sont le développement et le renforcement de la culture du risque et de la résilience en France, à la fois en hexagone, mais aussi en territoire ultramarin. Et le projet associatif de l'association est structuré autour de 5 axes qui vont dans ce sens-là. Donc à savoir faire du 13 octobre, de la journée du 13 octobre, un rendez-vous national incontournable en matière de prévention des risques, travailler donc sur ces questions de résilience des territoires, des organisations, des populations, mobiliser le réseau ultramarin, qui est très, très dynamique aussi sur ces questions, favoriser la montée en compétences et la formation des différents acteurs qui interviennent dans ce champ, et
mener aussi des réflexions et favoriser la création de partenariats à la fois au niveau national et international. Alors, je crois Léna, que le juste partage peut-être avant. d'écran... Ouais, parfait. Ah oui, Ouais, pardon. c'était par rapport à ça. Et Oui, Bertrand, si tu peux repartager. Merci. merci. Alors, dans le cadre de cette présentation, on souhaitait faire un focus donc, sur la culture du risque et à travers en fait, les résultats d'enquêtes qui ont été menés donc, à l'association avec l'appui de l'IFOP sur la perception des risques euh, auprès d'un panel de citoyens français. Donc, on a réalisé cette enquête à différents pas de temps. D'abord, en 2023, donc, on a lancé l'enquête pour la tester un petit peu auprès de 10 000 citoyens français d'abord. Ensuite, on a optimisé le questionnaire et on l'a proposé une seconde fois, donc en 2024, auprès d'un panel de 10 000 autres citoyens français. Donc au total, ce sont 20 000 citoyens français qui s'expriment à travers les résultats que je vais vous présenter ici. Et donc les objectifs, voilà, c'était de tester un peu la perception, le niveau de connaissance et d'information de ces citoyens sur les risques naturels et technologiques de manière générale et comment, en fonction de cette perception, euh, l'acquisition de comportements préventifs se fait ou non. Et on a aussi posé quelques questions sur les acteurs qui interviennent dans la sphère des risques. Alors, on peut commencer peut-être avec trois constats importants issus de l'enquête. Le premier, c'est que 80%, environ 80% des Français s'estiment pas suffisamment sensibilisés en fait sur le sujet et ils pensent qu'ils ne sont pas prêts à faire face à des phénomènes climatiques qui pourraient se manifester déjà maintenant, mais à l'avenir aussi. Ils ont une faible connaissance de l'exposition de leur logement à des risques et ils ont une tendance à minimiser le rôle de la prévention en donnant plus de corps à la réaction qu'à la prévention. Voilà, c'est pas quelque chose qui les convainc forcément. Donc ici, on voit que en matière d'exposition du logement, lorsqu'on a posé cette question aux Français, donc on savait que tous ces Français interrogés étaient exposés à au moins un risque naturel, mais seulement la moitié d'entre eux ne savaient pas qu'ils étaient exposés. Et dans ceux qui ne savaient pas, environ un quart pensaient ne pas l'être et ils ne savaient pas forcément où chercher l'information. Ils disaient que voilà, par défaut, ils n'étaient pas exposés. Et, et pour les autres 25%, bah, ils pensaient qu'ils n'étaient pas exposés, mais voilà, en fait, on se rend compte qu'ils ont eu une information qui était erronée. Sur les risques qui ressortent, alors les Français, pour eux, donc ils sont plutôt préoccupés par les phénomènes climatiques et météorologiques en premier lieu. Il y a aussi donc la question des inondations et des incendies. Voilà, on le comprend par rapport à l'actualité récente aussi. Mais ce sont donc les phénomènes climatiques et météorologiques qui ressortent et également aussi au niveau du logement. Donc sur la diapo suivante, ce sont aussi ces phénomènes-là qui apparaissent comme les principales sources auxquelles le logement est exposé. On en vient au niveau d'information reçu par les Français. Donc, ils disent qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur à la fois les risques auxquels ils sont exposés, mais aussi les bons comportements à tenir en cas d'événement ou les consignes à suivre. Donc, ils sont demandeurs d'avoir des informations très pratiques et très concrètes qu'ils peuvent appliquer dans leur quotidien, mais c'est quelque chose qui leur manque pour l'instant. Et dans les Français qui ont reçu une information, ils indiquent qu'ils l'ont reçue principalement par le biais des médias, notamment la télévision. Et donc, on peut voir qu'il y a un enjeu assez important en matière de communication médiatique aujourd'hui. Alors, j'ai pas précisé, euh,
Mais vous voyez, donc là, en fait, les chiffres que je donne, c'est bien sûr des résultats donc, au niveau national avec une comparaison hexagone et territoire ultramarin. Mais vous voyez aussi apparaître via des petits cercles verts sur les côtés les chiffres qui sont spécifiques à la région Grand Est. Donc vous pourrez faire la comparaison au fil de la présentation et même à l'issue si vous souhaitez revenir sur certains détails. Euh, alors, on a vu que le niveau d'information est faible et en matière de mesures préventives, en fait, on se rend compte qu'il y a peu de mesures préventives qui sont mises en place par les Français. Euh, sur les 50 personnes qui sont exposées, les 50%, pardon, des personnes qui sont exposées à au moins un risque naturel, on se rend compte que seulement 12% sont passés à l'action et ont mis en œuvre des mesures de prévention. Donc, parmi les mesures qui ressortent, on a la consultation de sites de référence comme GeoRisque, Vigicru, Météo France. Donc, ce sont des sites vers lesquels les citoyens se tournent pour obtenir des informations avant même, que les autorités en fait, ne délivrent des messages. Il y a aussi donc, le kit d'urgence. 30% à peu près ont, ont mis en œuvre, ont préparé un kit d'urgence à leur niveau. Donc on voit que c'est quelque chose qui commence à être promu. Et enfin le débroussaillement, euh, qui lui aussi s'explique par le fait que le risque incendie est de plus en plus fréquent et on en parle davantage qu'avant. On a cherché aussi dans cette enquête à voir un peu quels étaient les freins et les incitations qui conduisaient les Français à adopter ou pas des bons comportements préventifs et à mettre en place ou non des mesures de prévention. Donc sur les freins, on l'a dit, il y a d'abord le manque d'information. Donc sur les bons comportements, les consignes à suivre, le manque de communication aussi, à la fois en matière d'information et de comportement, mais aussi au moment de la crise. Donc en fait, les Français estiment que cette communication en fait doit provenir des institutions. Euh, Selon eux, voilà, ce sont les acteurs les plus à même de délivrer ce genre d'informations. Mais voilà, selon eux, la communication est perfectible et elle ne répond pas complètement à leurs attentes pour l'instant. Et troisième point, le manque d'informations aussi sur les mesures à mettre en place, malgré un besoin qui est formulé d'avoir des mesures pratico-pratiques faciles à utiliser, à mettre en œuvre dans le quotidien. Euh, Au-delà des freins, donc les Français formulent dans leurs réponses donnent des éléments qui leur permettraient de faciliter en fait la mise en place de mesures à leur niveau. Donc parmi ces incitations, on peut citer la connaissance d'un risque à proximité du domicile, l'octroi d'une aide financière qui pourrait se matérialiser par le biais d'un crédit d'impôt ou d'une subvention, par exemple, et le fait de bénéficier d'un accompagnement technique aussi, puisque voilà, c'est souvent un sujet qui implique que voilà, les Français ne se sentent pas forcément légitimes et ils ont besoin voilà, d'informations pédagogiques euh, qui pourraient les aider à passer à l'action plus facilement. En termes d'acteurs, ce sont les mairies et les préfectures qui apparaissent comme les acteurs les plus légitimes pour informer les citoyens et agir face aux risques naturels et technologiques. Mais comme on le disait un peu plus tôt, l'action en fait de ces acteurs n'est pour l'instant pas jugée satisfaisante par les Français. Ils aimeraient que ces acteurs s'impliquent davantage, puisque ce sont des acteurs en qui ils ont confiance, car des acteurs de proximité. En termes de dispositifs, on peut voir que globalement, les outils et les dispositifs d'alerte qui existent sont peu connus. Le dispositif FR Alert, par exemple, qui est un dispositif d'alerte au niveau national, est connu.
est connu de par les campagnes qui ont pu avoir lieu par le passé. Mais par exemple, le DICRIM, qui est un document communal, est moins perçu comme un document important à consulter sur le sujet des risques et de la prévention. Donc, ce sont des documents qu'ils ont peut-être entendus, mais qu'ils n'ont pas forcément lus. Donc, on voit encore que le chemin à parcourir pour donner plus de visibilité à ces outils est encore long. Enfin, je termine sur l'engagement. On a souhaité voilà, poser quelques questions aux Français sur leur implication au-delà de leur propre personne et de leur propre foyer, avec l'idée de savoir s'ils s'impliquaient dans la communauté, soit dans des quartiers, soit dans des communes, des départements, enfin à travers différents types de structures. Ce qui ressort, c'est que l'implication est quand même faible. On peut voir que voilà, seuls 6% des métropolitains et 10% des ultramarins sont impliqués dans une structure qui a une action qui s'inscrit dans ce registre-là. Et parmi les raisons invoquées, il y a d'abord le manque de temps disponible pour s'investir dans de telles structures et de telles actions, le manque de connaissances techniques aussi, avec le fait de ne pas forcément se sentir légitime, et enfin une visibilité qui serait affinée sur les acteurs qui constituent l'écosystème des risques. Ils n'ont pas forcément connaissance voilà, des associations, des acteurs qui interviennent dans ce domaine. Et donc, voilà, ça les freine en fait dans leur volonté d'avoir des informations et de s'impliquer concrètement à travers des démarches. Donc voilà un petit peu quelques tendances que l'on peut mettre en évidence à travers cette enquête. Donc nous, ça nous sert à la FPCNT pour penser, réfléchir à des actions et puis les mettre en œuvre de manière concrète. Donc voilà, on peut voir aussi que ce sont essentiellement des actions en termes de prévention qui sont attendues, avec voilà, les informations, les comportements à connaître en amont d'un événement. Donc le champ de la prévention est à investir, c'est un levier d'action. Et, et un des axes majeurs justement de cette prévention, c'est le financement. Donc je passe la parole à Monsieur Bouc pour son intervention.